Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Fayard, présentent Staline, de Jean-Jacques Marie, première partie, lue par Éric Herson-Macarel. Avant-propos. J'ai commencé à étudier la vie de Staline et le stalinisme il y a près de 40 ans, à partir de quelques documents ou souvenirs sélectionnés avec un soin parcimonieux par l'équipe de Khrouchtchev. Indubitablement, ils éclairaient quelques pages de la vie du guide. L'année 1917, les suites du meurtre de Kirov, la liquidation de ses propres fidèles, la guerre, les derniers jours, mais aussi quelques aspects du stalinisme. Puis j'ai travaillé sur l'état-major bolchevique en publiant avec Georges Haupt une série d'autobiographies et de biographies commentées de ses principaux membres. Après quelques brèves études sur Trotsky et le trotskisme, obsession de Staline, j'ai, il y a une dizaine d'années, dès l'ouverture des archives et des bouches à Moscou, tenté d'étudier certaines périodes de l'existence et de l'activité de Staline. Sa jeunesse demeurait très obscure. La déportation des peuples en 1937, 1941, 1943, 1944. La liquidation du comité antifasciste juif en 1948-1952 et le complot des blouses blanches en 1952-1953. Des archives en provenance du ministère de l'Intérieur, fournies par l'historien russe Podchekoldin, m'avaient en outre permis de connaître quelques aspects nouveaux du goulag et de sa fonction dans l'économie de l'URSS sous Staline. Aujourd'hui, même si les 16 174 dossiers du fonds Staline à Moscou ne sont pas encore tous accessibles, l'ouverture progressive des archives de l'époque soviétique et la publication d'une masse de documents, souvenirs et témoignages ont enrichi et renouvelé la connaissance de la vie et de l'activité de Staline. Sa correspondance avec sa mère, sa femme, ses enfants et ses lieutenants. Les procès-verbaux du comité central qui organisa la Grande Terreur de 1936-1938. Les corrections et ajouts qu'il effectua de sa propre main sur sa biographie officielle. Les procès-verbaux de ses conversations avec des grands et des moins grands de ce monde. Les souvenirs d'Alexis Balachov, ancien membre de son secrétariat, du Hongrois Matthias Rákóczi, le fidèle secrétaire du PC hongrois, de Valentin Berejkov, un moment son interprète, de Dmitri Shepilov, qu'il propulsa dans l'appareil à la veille de sa mort. Les documents sur Lev Mechlis, son âme damnée, le journal du secrétaire général du Comintern de 1935 à 1943, Georgi Dimitrov, ou celui du commissaire du peuple à la construction mécanique, Vladimir Malichev, adorateur du maréchal. Le texte complet des mémoires de Georgi Zhukov, auparavant amputé d'une centaine de pages consacrées à Staline. Les quelques 3000 pages du texte non élagué des souvenirs de Khrouchtchev. Le récit fourni en 1956 par Mao Tse-tung de ses rencontres avec Staline en 1949. Les procès-verbaux du secrétariat du comité central. Le journal de Vladimir Antonov Ovsienko, consul général à Barcelone en 1936-1937. Cette masse nouvelle d'informations, jointe aux documents que m'ont fournis les descendants de vieux militants et dirigeants soviétiques, notamment les lettres du jeune protégé de Staline, Besso Lominadze, à Sergo Orjonikidze, le procès-verbal intégral de l'interrogatoire de Nicolas Mouralov, accusé du second procès de Moscou, les souvenirs de la fille de Alexis Rykov, membre du bureau politique, accusé du troisième procès de Moscou, les mémoires inédits du vieux militant de l'opposition ouvrière Mikhail Baitalski, m'ont permis d'écrire cette biographie. J'ai pu enfin utiliser la documentation considérable accumulée 6 ans durant par l'historien Vadim Rogovin, dont témoignent ses 6 ouvrages sur la politique de Staline de 1923 à 1939, somme monumentale, occultée en Russie et en Occident,
parce qu'elle ne répond pas au canon de la pensée standardisée sur la question. Il est de bon ton aujourd'hui de présenter l'idéologie comme le moteur d'une histoire que l'on réduit trop facilement à un conflit entre bons et méchants, démocrates et totalitaires. Pourtant, voir en elle le mobile de décisions qui obéissent en fait à des motifs économiques, sociaux et politiques qu'elle camoufle, c'est prendre la paille de la propagande pour la réalité des choses. Staline en a joué auprès de millions d'hommes et de femmes. Il n'a longtemps cessé de démasquer des individus à double face, accusés de passer leur temps à dissimuler leur vrai visage. Cette imputation à l'autre, opposant réel ou imaginaire de ses propres manœuvres, souligne que la nature de son pouvoir différait radicalement de l'image qu'il en donnait. Cela est aussi vrai de sa vie, et c'est cette vie-là que j'ai choisi de raconter. Chapitre 1er. Le fils du savetier. Qui se souvient encore des vers ailés qui, exhalant une odeur mêlée d'encens et de sang, chantaient, il y a 3/4 de siècle, le génie surhumain de Joseph Staline? Un poète, éperdu dans sa course folle aux épithètes, accablé par son impuissance à trouver les images dignes de son modèle, s'écriait « Les conteurs ne savent plus à qui te comparer. Les poètes n'ont plus assez de perles pour te décrire. » À qui, en effet, comparer l'incomparable? Certains esquivaient cette difficulté insurmontable en hissant le secrétaire général au statut de créateur de l'univers. Ô toi, Staline, grand chef des peuples, toi qui fis naître l'homme, toi qui fécondes la terre, toi qui rajeunis les siècles, toi qui tresses le printemps. Un autre versificateur mettait aux genoux de ce dieu Pantocrator l'univers entier. Les étoiles de l'aube obéissent à ta volonté. Ton incomparable génie monte jusqu'aux cieux, ta pénétration sonde les profondeurs de l'océan. Difficile de faire mieux, mais à l'émulation socialiste, rien n'est impossible, et sous le fouet de la flatterie, un 4e rimailleur, dans un ultime effort, élevait ce nouveau maître du cosmos au-delà même des sphères galactiques. Staline, tu es plus haut que les hauts espaces célestes, et seules tes pensées sont plus hautes que toi. Ton esprit, Staline, est plus lumineux que le soleil. Un certain Prokofiev, homonyme du compositeur, s'exclamait « Staline, et je n'ajoute rien. Tout est inclus dans ce nom tellement immense. Tout. Le parti, la patrie, l'amour, l'immortalité. Tout. » Au 7e congrès des Soviets, en 1936, l'écrivain prolétaire Avdiyenko s'extasiait dans une litanie lyrique « Je cultive en moi l'amour, le dévouement, l'honnêteté, l'abnégation, l'héroïsme, le désintéressement. Tout cela grâce à toi, grand éducateur Staline. J'aime la femme d'un amour nouveau. Je vivrai 100 ans, tout cela grâce à toi, grand éducateur Staline. Je peux m'envoler vers la Lune, voyager sur l'Arctique, faire une grande découverte, inventer une nouvelle machine. Tout cela grâce à toi, grand éducateur Staline. Ce délire n'aurait qu'un intérêt anecdotique s'il n'avait été repris et orchestré à travers le monde par les dirigeants de tous les partis communistes et par des intellectuels qui se réclamaient du matérialisme et du rationalisme. S'il ne reflétait les mutations radicales d'une révolution égalitariste et n'exprimait la démesure d'un culte qui a lourdement pesé sur la biographie même de Staline. Ainsi, en France, l'hebdomadaire Commune reproduit le discours d'Avdiyenko et salue dans cette prose para-religieuse la marque d'un humanisme nouveau. 13 ans plus tard, en mars 1949, la revue Europe publie un article de Francis Cohen intitulé « L'âge d'or, l'objectif numéro 1 de l'URSS ». L'auteur écoute à l'université de Moscou un disciple du biologiste stalinien aux pieds nus, Trofim Lysenko, déclarer « Nous faisons ce que nous voulons » et se demande « Est-ce le bon Dieu de Jean Eiffel qui fignole sa dernière création ?»
les biologistes soviétiques ont façonné des pies de vache d'un périmètre de 2 mètres. Ne voulant plus les élargir, ils se demandent s'ils doivent allonger les jambes des vaches ou étendre vers l'avant ces pies qui feront couler des fleuves de lait sur la patrie du socialisme. L'auteur de ces fadaises souhaite que tous les incrédules le rejoignent dans ce laboratoire, avant de conclure, B.A., c'est l'abondance pour tous, illimitée, créatrice de bien-être, de liberté, de bonheur. L'âge d'or, rêve vague qui, depuis toujours, berce les peuples comme le souvenir d'un paradis perdu, est en réalité devant nous, à portée de la main. L'âge d'or est pour demain. Staline, nouveau Saturne, l'annonce aujourd'hui. 1 an plus tard, le pain manquera dans plusieurs régions de l'Union soviétique. Ce culte primitif, fabriqué par l'appareil dirigeant du parti et par Staline lui-même pour sublimer leur domination politique, a transformé la biographie de Staline en hagiographie ou en pamphlet avant d'en nier la possibilité même. Sa biographie officielle, publiée en URSS en 1948, est celle d'un être sans enfance, sans jeunesse ni famille, dont les innombrables portraits officiels suggèrent qu'il échappe au vieillissement.